Retour sur le plateau, on va poursuivre notre débat ce samedi. On passera donc au Togo. On parle de l'Alliance nationale pour le changement qui a perdu son premier vice-président Patrick Lawson, âgé de 70 ans. Patrick Lawson occupe donc le poste de premier vice-président de l'ANC alors qu'il était à ce poste lorsqu'il était déjà du côté de l'Union des forces de changement. Patrick Lawson a été également député de son parti, député de l'UFC, puis député de l'ANC. En tout cas, c'est un vieux briscard de la politique togolaise au niveau de l'opposition qui a tiré sa révérence en début de semaine, à l'âge de 70 ans. On va en parler avec toujours mes deux invités, Kosigan Akwete et Germain Sossou. Germain Sossou, en Afrique, lorsque quelqu'un décède, la tradition veut qu'on dise de très bonnes choses de la personne. Qu'est-ce que vous retenez de Patrick Lawson? Oui, l'aîné, c'est pour ceux qui se sont intéressés à l'action de l'opposition togolaise, comme nous-mêmes. Personnellement, lui, on ne s'est jamais rencontré, mais il fait partie des aînés, de ceux qui vraiment se sont battus pour faire en sorte que la démocratie soit. Il n'y a pas que lui. Entre-temps, je vous parlais de Maître Agouivo, même de Ninevi, qui est encore vivant. Donc, pour moi, ce sont des icônes qui se sont battus, surtout contre le régime de Yadema à l'époque. D'abord, comme vous l'avez dit, avec l'UFC, avec le président Jules Christ. Et puis, par la suite, ils ont estimé qu'il était important de se regrouper, de se détacher du président Jules Christ et de continuer le combat. Donc, c'est un monsieur que de loin nous avions donc connu. Et quand nous avions fait la coalition des 14, à l'époque, avant son effet, la coalition était au sommet. Oui, en tant que, à l'époque, les sentinelles de la République, les jeunes qui étaient aux côtés de la coalition 14, nous avions eu donc de loin d'être 2 ou 3 fois avec. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais qui reste ferme quand il veut que quelque chose se fasse. Il sourit, mais il reste ferme. Donc, ce que je peux dire de lui, c'est un combattant. C'est dommage. Nous savons que quand on vit, il y a la mort. Quand vous avez un compatriote qui s'est consacré au combat et qui a souhaité vraiment voir l'alternance et qui ne la voit pas et qui finit par vous quitter, votre espoir, c'est que leur combat puisse vraiment vous honorer et qu'un jour, vous puissiez en être digne. Je crois que c'est un monsieur que nous regrettons, quoi qu'on en dise, nous regrettons, même si nous n'avions pas été très proches. Ils incarnaient au Togo donc cette forme d'idée-là qu'il faut que de nouvelles personnes puissent venir au sommet de l'État. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de vouloir continuer par perpétuer. Kosigan Akwete, je n'ai pas sur le terrain politique, mais vous n'êtes pas non plus un jeune, c'est des gens que vous avez connus. Est-ce qu'il y a eu particulièrement quelque chose dans le bonhomme qui vous a marqué? Oui, c'est son franc-parler, son intégrité, et surtout sa lutte implacable pour la liberté d'expression et la démocratie au Togo. Et puis, c'est un monsieur ouvert à tous les courants politiques, tout en gardant son opinion à lui. C'est un monsieur qui a su apporter beaucoup pour sa formation politique, que ce soit l'UFC ou l'ANC. Et puis, c'est un monsieur aussi qui aime le consensus, c'est-à-dire ne pas imposer sa façon de voir ou son opinion aux autres. Mais il aime discuter, il aime parler avec même l'adversaire politique. Et donc, c'est une perte pour l'ANC, c'est aussi une perte pour l'opposition togolaise et la classe politique togolaise tout entière. Et puis vous allez voir que pratiquement les chapelles politiques du Togo ont commencé par alors souhaiter leurs condoléances à la famille éplorée, à sa formation politique aussi. Ce que je retiens de l'homme, c'est un animal politique en tout cas. C'est un animal politique
qui n'a pas froid aux yeux, même dans les périodes ou dans les situations les plus difficiles, il tient, il reste ferme sur sa position sans pour autant craindre à sa liberté ou à tout ce qui peut lui advenir dans les moments difficiles. C'est un monsieur qui a beaucoup accompagné l'UFC et le président de l'ANC. Je dirais même que c'est la boussole de Jean-Pierre Fabre. Oui. Et puis c'est le monsieur qui joue le rôle de radiateur, c'est-à-dire parfois quand c'est trop élevé la température, il refroidit. Donc c'est une perte pour nous tous. On ne peut que souhaiter un repos éternel pour lui et toutes nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique. On dit de lui qu'il est le plus politiquement intelligent de l'ANC. Oui, c'est un peu ça. Et le frère a décrit en disant... bon, qui joue le rôle de radiateur. Voilà. Oui, c'est pas un homme fermé. Il le fait sans offusquer qui que ce soit. Hein. Il est convaincu que... il faut arriver à l'alternance, ça c'est une conviction à laquelle il n'a jamais dérobé. Mais il estime que parfois dans les prises de position, il faudra faire attention à certaines choses. Et si on veut obtenir ce qu'on veut, je crois que je ne dirais pas qu'il a été à l'école de Maître Agboyo, mais ils ont pratiquement le même tempérament. Parce que ceux qui ont connu Maître Agboyo aussi, c'est quelqu'un qui aimait qu'on secoue, mais il dit qu'après avoir secoué, il faut écouter l'autre. Il faut écouter le cas qu'on a dit, il faut écouter l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est très efficace, mais qui est toujours dans l'ombre, discret, et qui arrive toujours à décrocher un certain nombre de choses, en disant, bon, ça c'est possible, il faut qu'on aille à la négociation. Et quand il lui arrive... Est-ce qu'il y a une victoire politique qu'on peut lui attribuer aujourd'hui? Oui, parce que moi, je l'ai dit avant de poser les questions, que quand quelqu'un décède, on lui attribue toutes les bonnes qualités. Mais est-ce que, politiquement, il y a une victoire qu'on peut lui attribuer? Oui, c'est pourquoi je le... Si c'est non, c'est non. Hein, c'est pour cela que je dis... Je ne sais pas s'il a été à l'école d'Agboyo, ils se sont vraiment connus. C'est comme quand vous voulez parler d'Agboyo, la façon dont il conduit les choses, il faut voir Patrick Lawson. Faut voir vous n'allez jamais le voir dans des déclarations incendiaires. Hein. Et pourtant, il participe aux réunions, que ce soit de l'UFC, du comité et tout ça. Là. Bon, peut-être c'est sa nature même qui l'impose. Mais c'est quelqu'un qui ne ferme pas porte aux négociations. Bon, mais seulement, c'est que quand il n'est pas d'accord, il se lève, ça voudrait dire que vraiment, il s'est levé, quoi. Voilà. Bon, il n'aime pas trop parler aussi. C'est quelqu'un, il n'aime pas trop parler. Donc moi, c'est ce que je dis, je ne l'ai pas tellement approché, mais je les ai observés tous, les aînés là. Bon, j'ai eu la chance quand même de côtoyer Agboyo et les autres, mais lui, je n'ai jamais, j'ai beaucoup plus entendu parler de toutes les dispositions qu'il prenait quand on a formé les jeunes voulaient vraiment aider l'opposition, tout ça là. Faciliter à ce que chez eux, d'autres personnes viennent à notre groupe, je sais qu'il en a été pour quelque chose. Quand nous avons créé les Sentinelles de la République, il y avait les représentants de l'ANC qui étaient avec nous dans les négociations pour poser même la machine et pour faire un certain nombre de choses. Il a fallu vraiment qu'il puisse faciliter un certain nombre de choses. Voilà. Alors, vous avez parlé de lui comme un combattant pour l'avènement de la démocratie, de la liberté et tout, mais ça a été aussi, et on l'a rappelé souvent, un combattant pour l'avènement de l'alternance qu'il n'a pas vu advenir. On peut simplement dire que son combat, pour lui, en tout cas, intitulé personnel, est un échec? Oui, un échec cuisant, parce qu'il n'est pas arrivé à arrimer son parti politique sur sa vision. Nous savons que le chef du parti de l'ANC, c'est un bouillant. Et puis, s'il ne s'agissait que de lui, je ne crois pas que l'ANC pourrait même rester dans une coalition. Si parfois l'ANC a vécu dans des coalitions, c'est grâce à Patrick Lawson. Mais aussi longtemps que l'objectif, puisque l'objectif fixé par un parti politique, c'est arriver à conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Maintenant que sa formation politique n'a pas réussi à changer, à amener l'alternance au pays, je crois que c'est un échec. Deuxième échec, c'est la non-participation de l'ANC aux législatives de 2018. Ça aussi, c'est un échec parce que c'était un boulevard ouvert pour l'opposition dans le temps pour gagner beaucoup de sièges de députés, mais
qu'ils ont laissé partir. Et donc, je crois que son combat est à demi-tête. Non, il faut dire que lui-même, il en fut un député. Vous savez, ça aurait été bien que ce soit un homme de l'ANC qui soit pour bien vous expliquer. Mais je ne les en tiens pas trop rigueur, les gens de l'ANC. Vous savez, ils ont tenu la brèche pendant un bon moment à l'Assemblée, ils ont tenu. Et moi, quand je prenais les positions, j'ai toujours dit que pour moi, les gens de l'ANC ne devaient pas quitter l'Assemblée. Quand on était à la coalition, ils ne doivent pas quitter. Il faut que d'autres aillent les rejoindre. C'est comme ça que le combat aurait dû être. Mais il faut vous souvenez-vous qu'on était à l'époque dans une coalition. Et il fallait respecter les décisions de la coalition. Est-ce que si aujourd'hui vous demandez aux gens de l'ANC s'ils ne regrettent pas de n'avoir pas... ils regrettent voilà, ça, donc vous voyez, donc parfois quand vous êtes avec tout le monde, bon, la discipline du groupe demande à ce que vous mettiez de côté votre... ça fait que peut-être ils ne sont plus... Mais il en a été député avant. Patrick Losson a été député à l'Assemblée nationale, il faut le reconnaître. Et je crois que l'échec de l'ANC, en ce qui concerne l'alternance, c'est l'échec de nous tous. C'est tous ceux qui soient jeunes ou grands, les leaders, auraient aimé qu'il y ait l'alternance, que l'opposition prenne le pouvoir. Non pas, c'est nous tous, nous endossons cette responsabilité. Aujourd'hui, c'est la question fondamentale. Est-ce que, c'est pour Titi, est-ce que les aînés peuvent comprendre que ils en ont vraiment fait, que ceux qui les ont suivis sont reconnaissants, que le temps est venu de promouvoir les jeunes? Ça reste une question. Mais est-ce que les jeunes comprennent qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on les promeut et qu'ils doivent prendre eux-mêmes leur destin en main pour tenter de faire mieux que les aînés? La question reste là. Voilà, c'est la question du Togo. Voilà. Il y a, quoi qu'on dise, hein, quand on considère l'opposition togolaise, une génération qui est en train de partir. Oui, cette génération, bon, la grande partie, la partie qui pensait les stratégies à adopter pour pouvoir titiller un peu le pouvoir en place, je pense que ces pontes-là sont en train de passer derrière le rideau. Quand je prends Afachao Lucas, quand je prends Maître Agboibo, Edem Kodjo, l'équipe où les têtes pensantes de l'opposition togolaise sont en train d'être rappelées à Dieu. Voilà, Patrick Losson, on dirait que Dieu a fait un chronogramme pour tous ces partis politiques-là, de rappeler les têtes pensantes. Vous avez vu, l'ANC aussi vient de perdre un baobab, celui qui, alors, jouait le rôle de métronome, quand c'est chaud, il refroidit, qui, alors, canalise tout le monde vers l'essentiel. Patrick Losson vient de partir, donc ce n'est que... Au niveau du UFC aussi, on a perdu. Oui, donc ce n'est qu'une tête pensante de l'opposition togolaise qui est en train de partir. Mais ce qui ne me plaît pas, moi, tous ces partis politiques-là n'essaient pas de préparer les relèves. C'est ça. Qui, parmi les jeunes aujourd'hui, peut jouer le rôle de Patrick Losson à l'ANC? Il n'y a pas. Et donc, c'est aussi ça. Vous allez voir que le CAR aussi souffre de ce problème parce que par manque de relève, Maître Agboibo n'a pas eu le temps de préparer alors cette jeunesse-là pour que, même s'il n'est pas là, cette jeunesse puisse s'exprimer, faire comme lui. Il n'a pas préparé. Edem Kodjo de même. Et donc, voilà, ce qui est grave. Il y a la jeunesse qui est là, mais ils ne sont préparés à rien du tout, à assumer aucun rôle. Oui, et il faut vous dire que ce que le frère dit, le concitoyen dit, nous en étions conscients de cette difficulté-là, mais il ne faut pas trop aussi accuser ces aînés. Il faut aussi savoir, parce que j'en ai été dans l'information politique, il manque beaucoup de courage, il y a beaucoup de jeunes dans l'information politique pour prendre leur destin en main. Parfois aussi en politique, ce constat que vous faites, je peux vous assurer que les jeunes l'ont fait, puisqu'on échange. Mais de là, passer le pas, se dire, bon, les autres se sont construits de dur labeur pour être des leaders aujourd'hui. Ils doivent en comprendre normalement la nécessité de préparer la relation. Ils ne l'ont pas fait. Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas capable de vous démarquer? Ça aussi, c'est comme les jeunes de l'opposition, un certain épée de Damoclès sur leur tête, et vivent éternellement à l'ombre de ces aînés-là.
et s'éteignent aussi. Il y en a beaucoup de jeunes qui Vous nous avons savez perdus. qu'en Hein. Afrique, le parricide n'est pas non plus ce qui est à la mode. Non, c'est quand on dit le parricide politique, je veux dire. Le parricide politique, c'est aussi un enjeu politique, le parricide politique. C'est que c'est arrimé à nos valeurs, ça fait que beaucoup de gens estiment que, bon, en Afrique, quand vous avez un papa, tant qu'il n'est pas encore enterré, vous continuez par... Et ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. Même quand vous prenez le parti au pouvoir lui-même, vous avez vu les quelques têtes qui ont voulu, autant de Natchava, vous avez vu comment ça s'en est terminé. Je vais juste rappeler ça. Unir à plusieurs fois renouveler. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on parle à la tête du parti RPT hier et Unir aujourd'hui, les barons du RPT n'ont pas trouvé de place dans Unir. Aujourd'hui, c'est l'ancienne classe. Beaucoup de personnes vont vous dire. Oui. Alors, Unir a su faire de nouvelles peaux. Ils ont fait la mue. Mais il a mû. Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Oui, mais... Prenez-les. Prenez même le bureau politique de Unir. Il n'y a pas des anciens pontes dedans. C'est eux qui ont constitué alors le groupe de sages. Alors ça voudrait dire que, ok, au moins, il y a eu l'idée de promouvoir de renouveler la classe, de renouveler la classe des dirigeants ou des instances de Unir. Ils sont tous des jeunes. Oui, je suis d'accord. C'est pour cela que je disais... Cette dynamique-là, les partis de l'opposition n'ont pas pu l'adopter. Puisque ceux qui sont chefs depuis 1990, ils sont toujours et aujourd'hui, tout jeune qui va vouloir, alors les contredits sont éjectés tout de suite. On les prend comme des taupes. Vous voyez, c'est aussi ça la réalité. Et maintenant, même mieux, quand il y a peut-être à pousser ces jeunes-là pour les représenter peut-être au niveau de certains postes de l'État, on ne fait jamais appel à la jeunesse, jamais. Voilà. C'est les vieux même qui vont. Se représentent. Ce qui fait que, ok, c'est un peu difficile pour cette jeunesse-là de se lever. Au pire des cas, même s'ils se détachent du groupe pour former peut-être un parti politique, ils n'ont pas le moyen. Et puis, ils sont tout de suite indexés, persécutés par les anciens là. Prenez un peu la formation politique de Abia, les démocrates. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Sa formation politique ne se repose que sur lui-même. C'est ça aussi la réalité. Donc, il va falloir que les partis politiques de l'opposition puissent alors préparer la relève. Est-ce que, en même temps, Germain Sossou, très honnêtement, est-ce qu'à la jeunesse politique togolaise, ce n'est pas le courage qui manque? Exactement, c'est pour cela que je vous ai dit que, par exemple, je vous ai dit que personnellement, ce que vous dites, je connais. Parce que pour avoir fait des partis politiques et décider de dire, mais ça n'est trop, à un moment donné, il faut rassembler les jeunes là, leur montrer la voie. Donc il y a ça. Nous avons tenté avec les forces de l'avenir, les forces socialistes de l'avenir. Ça marche? Voilà. Honnêtement, est-ce que ça marche? La plus grande difficulté a été élevée, c'est-à-dire que vous avez les moyens qui doivent suivre, mais vous avez le courage de ces jeunes-là qui ne suivent pas. Parce que parfois aussi, pour ça je dis qu'il ne faut pas aussi accuser les leaders en disant oui, tantôt quand ils se regroupent là, ils vont... Non, les jeunes même, je vous dis que quand on était à la coalition 14, on a tenté de créer une force parce qu'on voyait le danger, comment ça allait finir. Et nous avons posé en disant, mes amis, organisons-nous. Dès qu'il y a ça là, il faut repositionner les choses. Les gens... Nous nous sommes querellés au sein des formations politiques, nous représentons les gens, on s'est même querellés, parce qu'il y avait des jeunes qui, après tout, on regrettait, bien sûr, nous ont donné raison par la suite, mais qui n'avaient pas ce courage, qui estimaient qu'il fallait être la loyauté, d'accord, il faut être loyal, il faut la loyauté. Mais à un moment donné, il faut aussi se créer des canaux pour amener l'aîné pour comprendre. Mais en fait, j'ai mon fils, mon garçon qui est à côté de moi, il est en train de grandir, je ne me rends pas compte, tout au moins. Mais je suis d'accord avec vous. Les quelques personnes qui ont voulu même prendre leur indépendance pour tenter d'aller aux élections, on a vu comment ils ont été traités, donc ils existent aujourd'hui. Donc, c'est comme quand nous-mêmes, nous avons pris sur nous la responsabilité d'initier les choses. Mais comme il le dit, c'est autant de difficultés. Mais vous devez être conscient de cette difficulté-là quand vous voulez faire les choses. Et vous devez tenir la brèche. Dans tous les cas, vous savez, la sanction naturelle est là. Quand les gens sont devant, à un moment donné, que vous ne le voulez pas, ils vont partir. Ça n'a rien à voir avec le combat politique entre les... C'est que la mort existe. Parce que quand la mort existe, à un moment donné, les gens grandissent, ils vont vieillir. S'ils ne meurent pas, ils ne pourront pas. Donc vous devez vous considérez, si les aînés ne font pas ça, vous devez anticiper. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce courage manque à beaucoup de jeunes. Parce que quand les gens viennent à vous, et ça c'est une idée que les gens ont beaucoup reçue, quand vous créez un parti politique, ça tous les partis politiques le savent, quand on vient, les gens viennent vous poser des sollicitations, peu importe ce qui vous êtes. Donc si vous n'arrivez pas, il vient vous dire que j'ai un truc de salaire, un loyer à payer, si vous n'avez pas pu lui remettre 25 000 francs, il pense que votre parti, vous n'êtes rien. Parce que, et aujourd'hui, la plus grande difficulté qu'on a, tous les jeunes
sont reversés. Sans que même une urne de gens sont reversés. Donc ça c'est un danger même pour ceux qui tiennent le pouvoir. C'est-à-dire que, sachant très bien que cette problématique de moyens est là, parce que si on veut vraiment que la démocratie puisse exister, c'est que les autres partis politiques doivent pouvoir exister. Donc à partir du moment où il y a cet aspect-là qui conditionne l'engagement politique des gens, les gens sont obligés, la mort dans l'emploi parce qu'ils aiment forcément unir, ils y vont en disant que bon, voilà, là-bas je peux trouver, il y a les moyens, on peut te caser demain, tout ça. Et ça, il faut se les donner. Voilà. Donc c'est un peu ça. En même temps, aujourd'hui, les jeunes voient, bon, on ne va pas être peut-être un peu sadique, mais il a dit naturellement, les gens, l'ancienne génération, elle va passer. Comment réveiller cette jeunesse pour qu'elle comprenne que après 30 ans de lutte, 32 ans, 35 ans de lutte pour certains, ils n'ont plus rien de neuf à proposer et on doit se réveiller, nous. Il appartient à la jeunesse aujourd'hui de prendre son courage à deux mains et savoir qu'elle doit prendre ses responsabilités dans toutes les formations politiques dans lesquelles ils sont et de chercher à jouer les premiers rôles. Certes, ce serait difficile parce que ils vont rencontrer une opposition farouche de ceux qui se croient peut-être dépositaires des partis politiques, puisque c'est des gens qui n'aiment jamais qu'on les appelle par un autre nom que président. Alors, à défaut d'avoir la tête, il va falloir que les jeunes se battent pour être dans les instances de décision de ces partis politiques-là, pour que, ok, demain, s'il y a peut-être une opportunité, ils puissent alors rentrer dedans. Ce n'est pas seulement UNIR qui peut faire le bonheur de tout le monde, ce n'est pas aussi l'ANC qui peut faire seulement le bonheur de tout le monde. Mais il va falloir que ces jeunes incitent alors les patrons de ces partis politiques-là à leur faire aussi alors de la promotion. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, quitte à se faire de l'ombre, ces patrons eux-mêmes. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple le Bénin à côté, Patrice Talon a forcé la main aux partis politiques de faire la place aux jeunes. Et puis, si vous voyez lui-même dans la formation de son gouvernement, ce n'est que des jeunes. Et ces jeunes-là placent aussi des jeunes dans la structure sur lesquels eux, ils sont à la tête. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, que ceux qui ont fait 30 ans soient dans une situation où ils seront forcés à passer la main, que d'attendre leur mort avant de prendre les choses en main. Ce serait déjà trop tard. Parce que vous savez, le terrain politique, c'est comme du business. Hein. Quand vous dormez un peu, vous payez ça cash. Ah oui, la représentativité ne serait plus rien du tout. Aujourd'hui, s'il y a des partis politiques qui n'ont plus de députés, par exemple à l'Assemblée nationale, ou ont moins de maires sur le terrain, c'est parce que, justement, ils n'ont pas permis à cette jeunesse-là de jouer les premiers rôles. Or, c'est eux qui sont plus nombreux aujourd'hui. La jeunesse, quand vous voyez, quand vous prenez peut-être la population togolaise, les jeunes sont plus nombreux que les âgés. Maintenant, si vous mettez les jeunes devant, c'est leur promotion qui est là actuellement. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas bien la mentalité des aînés. C'est qu'on a besoin des jeunes devant, mais quand il s'agit de manifester, oui. Oui, vous savez, j'ai toujours dit ça, que quand il faut déverser les jeunes sur la rue pour contester, pour brûler, pour casser, on fait toujours appel à cette jeunesse-là. Mais quand le partage du gâteau arrive, on les oublie. On les oublie. Par exemple, même il y a des formations politiques pour lesquelles les jeunes sont sortis pour manifester. Aujourd'hui, ils sont en prison. Mais les chefs de ces partis politiques-là vivent bien avec leur famille à la maison. Quel sort leur est réservé à la prison-là? Quand est-ce qu'ils sortiront? Et quel sera leur avenir? Personne ne pense plus à ça. Et donc, je dis, les jeunes, si on peut les envoyer au front, il va falloir qu'eux aussi obligent ces premiers responsables-là à les mettre au devant de la scène. C'est ça, oui, mais vous allez constater que depuis la nuit des temps, quand vous voyez par exemple le représentant de l'UFC dans la CENI, c'est la même personne. Or, il y a des jeunes dans l'UFC aujourd'hui qui peuvent aussi alors jouer ce rôle. Et peut-être plus mieux que ça. Mais on ne va jamais leur permettre d'aller là-bas. C'est aussi ça la réalité. Donc c'est à eux de prendre le courage à deux mains et de forcer maintenant les premiers responsables à les mettre devant. Voilà, donc nous avions quand même, je suis parfaitement d'accord que au Togo, et pourtant quand vous savez, au Togo, vous avez des jeunes qui sont très talentueux, hein, très intelligents, parce que seulement, oui, je vous assure, qu'ils peuvent répondre, mais qui ont peur, par exemple, de se présenter devant les gens.
Par exemple, des débats comme ça, que vous encouragez des gens. Oui, parce que moi, je le dis, j'ai ce problème. Vous invitez des jeunes de partis politiques qui pour des débats, qui disent, bon, on doit demander d'abord à nos aînés, on doit faire ceci, et puis après, qui vous disent, bon, une autre fois. À chaque fois, ils disent c'est débile. Et quand vous organisez, vous les trouvez, ils sont très efficaces. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils se disent que mais si je vais m'afficher comme vous, le grand frère, vous allez vous afficher, le petit boulot que je fais, sinon on va dire que je suis avec. Vous voyez la mentalité. Alors, je suis d'accord, on dit, il faut envoyer ces jeunes, mais si on ne vous envoie pas, vous pouvez vous envoyer vous-même. Vous savez, moi, quand j'ai pris sur moi la responsabilité d'aller aux élections communales, j'ai fait front, j'ai dit, venez, il faut que c'est une opportunité, vous aussi c'est une opportunité de vous positionner et d'apprendre, d'apprendre et de faire connaître vos idées. Et donc certains n'ont pas effectivement voulu faire avec nous à l'intérieur, avec notre cycle, les Fodder, mais ils l'ont fait avec les choses, ça a porté. Vous voyez, non? Donc au départ, ils avaient peur. Mais allez-y, convainquez les gens, tout ça là. Et nous-mêmes qui parlons, il a fallu que nous donnons l'exemple. Vous dites, moi-même, je vais être candidat. Et si j'ai la chance de devenir conseiller municipal. Ouais. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens attendent que ces jeunes-là, comme vous le dites, on les aligne, on le donne, on dit, allez-y, vous positionnez, tout ça là. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une question d'argent. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est pour cela que parfois, avec le gouvernement, on ne s'entend même pas. Parce que si vous créez des conditions pour que les jeunes émergent, vous n'en créez pas d'autres conditions pour qu'ils s'arrêtent là où ils se sont positionnés. Parce que les jeunes qui ont accepté d'aller dans les communes, qui travaillent, ont besoin de grandir. C'est pour ça que vous avez même initié ça. Si vous dites qu'il ne faut pas qu'ils aient des moyens, comment ils peuvent convaincre, comment ils peuvent grandir, comment ils peuvent se préparer prochainement pour encore ça. Or, votre projet, c'est que la décentralisation, les jeunes puissent vraiment s'affirmer dans leur commune, qu'ils abandonnent l'exode rural, qu'ils créent des opportunités dans les régions, tout ça. Mais en même temps, vous dites, il ne faut rien leur donner, vous les coupez. Vous savez que dans cette histoire de décentralisation, non seulement les conseillers ne sont pas salariés, on les a coupés 5 jours, des 10 jours des sessions. On les a coupés. Donc tout est fait pour qu'ils restent dans la popularisation. À partir de cet instant-là, ils viennent vous dire, mais Sossou, vous nous dites qu'il faut aller, il faut prendre tout ça. Voilà les résultats. Comment nous, on va encore se positionner? Comment les autres peuvent nous suivre? Donc voilà la problématique qu'on a. Et quand ça se passe comme ça, les jeunes qui étaient préparés pour vraiment se lancer dans cette carrière-là et aider le gouvernement sont obligés de se replier derrière, unis tous, en espérant qu'on leur positionne. Nous, on ne peut plus faire ça. Parce que si on fait ça, on n'aura rien. Regardez vous-même, vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes devenus? Donc, il vaut mieux qu'on attende le jour où UNIR se souvient de nous. Mais quand c'est comme ça, là, un État ne peut pas être viable politiquement. Voilà. Donc, c'est autant de choses. Je me rappelle une chose, c'est comme dans les années 90 où rentrer dans le RPT était tout un problème. Ben, moi et mon cousin Kodjo Amouzou, nous étions très jeunes. Et nous avons opté pour le RPT dans le temps. Ben, on a constaté que les vieux qui étaient devant ne voulaient pas nous sentir. Et c'est là où moi j'ai créé la JD. Voilà. Et on a transformé tout ce qui était contre le RPT. Nous les avons pris, même ceux des partis politiques, pour constituer un groupe. La JD dans le temps. Ce qui faisait que quand les barons veulent organiser quelque chose dans le Yoto, ils sont obligés de venir nous voir. Voilà, côté, nous voulons ci, nous voulons ça. Et je dis, voilà, tel diplôme, si vous lui trouvez une place, vous promettez simplement de lui trouver une place, nous, on vous amène 1000 personnes ou 2000 personnes. C'est comme ça j'ai réussi alors à positionner beaucoup de personnes et qui ont fait ma force dans le temps. Donc moi j'ai dit, c'est les initiatives qui manquent aux jeunes. Sinon, comme Sarkozy l'a dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'ils vont réussir à s'imposer, aussi longtemps qu'on va constater que ce sont des meneurs de foule. Vous savez, le politique, il aime les foules. Voilà. Parce qu'il sait que quand il y aura élection, c'est cette foule-là qui peut lui sauver sa place. Et donc, obligatoirement, ils vont collaborer avec eux. Mais si par contre, ils restent et ils ne se font pas remarquer dans leur milieu, il serait difficile qu'ils jouent le premier rôle. C'est aussi ça la réalité, c'est simple. Si aujourd'hui on sait que dans ce quartier, c'est celui-là qui détient les jeunes, le politique est obligé de faire allégeance à toi. C'est aussi ça la réalité. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de grands rêves concernant la politique. Or, la politique est au centre de... Est-ce que ce n'est pas aussi une déception pour eux? Non, vous savez,
on ne peut jamais être déçu, d'autant plus que le pays fonctionne. Faire la même chose, faire la même chose pour 2-3 décennies sans résultat. Même au sein de UNI, ceux qui émergent vont vous dire que c'est parce qu'ils ne dorment pas. Il faut se faire remarquer. Ah oui, dans la politique, c'est quand vous vous faites remarquer, les gens sont obligés de vous faire allégeance. Si, parce que vous allez dire que, ok, j'ai tel diplôme, je connais comment faire la politique et vous êtes muet, personne ne viendra à vous parce qu'il y a combien de personnes derrière vous? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, partout, moi je vais, surtout dans notre région maritime, dans les régions des plateaux, si on dit à côté arrive, mes gars sortent toujours. Donc vous êtes obligés de parler avec moi politique. Parce que moi, je suis dans le social, mais vous êtes obligé de parler politique avec moi. C'est aussi ça la réalité. Mais nos jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent que WhatsApp. C'est-à-dire avoir un smartphone, WhatsApp et peut-être un 2000 francs pour peut-être amener sa petite copine quelque part et c'est tout. Ils n'ont plus de grands rêves. C'est aussi ça la réalité. Oui, mais est-ce que la société ne tue pas aussi les grands rêves dans les gens? Voilà. Et donc, tel que vous l'avez décrit, aussi longtemps que les jeunes ne rêvent pas grand, ils ne veulent pas prendre le risque, ils ne veulent pas, malgré les conseils, s'affirmer. Ben, ça fait l'appel à celui qui est de l'autre côté, qui lui, il a le boulevard devant lui, ben voilà, voilà, donc c'est ça, c'est autant de choses. Et pourtant, comme vous le dites, on en a tout essayé. On en a tout essayé. Donc ce courage-là, qui manque à la jeunesse pour se dire, ben, on peut arriver à l'argent, effectivement, l'argent qui vous manque, là, on peut s'organiser, en s'organisant, en faisant en sorte qu'on voit vraiment en toi un leader. Oui, oui. Et en même temps, pendant que tu avances, tu fais en sorte que les autres aussi puissent avancer. C'était là notre stratégie. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, quand on en dit, il n'y a pas, à part les partis politiques qui sont en difficulté aujourd'hui, il n'y a pas un grand groupe, un leadership constitué de jeunes qui puissent aujourd'hui faire les choses. Et quand vous demandez aux gens, on vous regarde à travers. On dit, mais lui là, c'est vrai, il dit des choses qui nous sont, mais il n'est pas de notre parti. On ne vient pas. C'est autant de problèmes qu'il y a. Vous savez, il n'y a pas. Sinon, comment le Sénégal? Vous savez que le Sénégal, les gens ont un état d'esprit. Vous voyez Ousmane Sonko. Mais il est parti comment? Il est parti des problèmes d'injustice comme ça, pour se construire en politique. Et les gens voient en lui. Ici, si vous apparaissez, on va vous dire, ah oui, entre-temps, le monsieur là, bon, il avait fait le parti politique de l'opposition. Pourquoi il est devenu... Est-ce qu'entre-temps, il n'est pas téléguidé? Bon, au-delà de ça, sa mère est d'où? Au-delà de ça, est-ce qu'il n'a pas un frère dans le parti au pouvoir? Est-ce que c'est pas... C'est autant de questions que les gens ils se posent. Non, vous savez, voyez? Mais, donc, ça fait que... Je constate aussi quelque chose, c'est le manque de formation au sein des partis politiques qui fait ça. On n'apprend pas aux gens le militantisme. Politique, voilà. Ouais, le militantisme politique, on ne l'apprend pas, on ne forme pas les gens dessus. Parce qu'il faut être d'abord convaincu de votre appartenance à ce courant politique-là pour pouvoir le vendre. Or, les jeunes, ils vont dans ces partis politiques pour deux choses. Voilà. Soit profiter de là pour trouver un emploi, voilà, pour avoir peut-être quelques petits sous, ne serait-ce que pour maintenir la forme. Voilà. Alors, si ils sont déjà calés dans cette idée-là, c'est difficile. Pas faire grand-chose. C'est ça. C'est comme des jeunes envoyés aujourd'hui dans des structures bancaires et autres. Beaucoup d'entre eux tombent facilement sous le coup de la loi, c'est-à-dire en touchant l'argent de la société. Ils n'arrivent pas à bien gérer, ils ont des manquements et tout, et puis ils perdent le boulot. Voilà, c'est aussi ça, cette réalité qui tue notre jeunesse. Ce n'est pas cette jeunesse de 1990 qui a à cœur de mener un combat politique et pour alors changer des choses. Non. Aujourd'hui, combien de jeunes dans nos quartiers alors arrivent à rassembler peut-être 20, 30, 100 personnes de son âge, ne serait-ce que pour faire la salubrité publique? Il y en a pas. Or, si le parti politique dit, ok, venez aujourd'hui, on va nettoyer ici, chacun prendra 2000, vous allez les voir. C'est ça la réalité. Est-ce que ce n'est pas aussi à ça qu'on les a habitués? C'est ça, c'est la grande difficulté aussi. C'est le manque de rêve. C'est le manque de rêve. Vous savez ce qui se passe pendant les élections, les imports et exports, les votés payés et tout, donc finalement les gens sont habitués à ce genre de choses. Non, c'est le courage qui les manque. Moi je me souviens en 1994, à une semaine des élections législatives, bon, un Tony Thénia, Premier ministre, je ne vais pas le nommer ici, puisque je ne l'aime plus. Non, même si vous ne l'aimez pas, c'est pas la diversité politique, je ne vais pas lui faire cette publicité gratuitement. Après avoir dépensé de l'argent, oui, dans le Yoto, il a distribué l'argent. On sait de qui vous parlez. À une semaine des élections, il nous a réunis pour dire, ok, de faire le point.
Nous étions pratiquement 182 à venir. Il y avait des chefs traditionnels, les responsables politiques du RPT dans le temps. J'étais le seul de la société civile, puisque moi j'avais une association. Oui. Tous ont dit, monsieur le ministre, 100%, vous allez gagner. Mais quand on m'a donné la parole, moi j'ai dit, monsieur le ministre, tout ce que vous avez fait là, vous serez battu. Il a demandé à un officier dans le temps d'aller m'enfermer, parce que pourquoi je vais donner un avis contraire. Et l'officier a dit non, chez eux, ils ont l'espionnage et le contre-espionnage. Oui. Alors, si sur 182, 181 a dit c'est bon, et qu'une seule voix dit ce n'est pas bon, est-ce qu'il ne faut pas voilà, causer avec moi pour savoir pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Il n'a pas voulu. Il dit non, que je sorte. On finissait. Bon, moi, j'avais quitté autour de 23 heures. Tout le monde est parti le jour avec 250 000 chacun. Moi, non. C'est l'officier là qui est venu me déposer à la station d'Issé et m'a donné 5 000 francs de rentrée. L'élection est arrivée. Il est tombé comme quelqu'un qui a perdu les escaliers au 36e étage. Voilà. Et c'est après qu'il a demandé d'après moi. Et quand il m'a rencontré, je lui ai dit, ah, voilà, ce pourquoi j'avais dit le jour là que vous n'allez pas gagner. Vous avez vu ça? Parce que ce n'est pas l'argent, mais c'est l'audace. Les gens ne vous aiment pas de cœur. Voilà, exactement. Ils ne voteront pas pour vous. Vous ne pouvez pas un seul jour amener des liasses pour changer l'opinion des gens. Ils vont prendre, mais... Ils vont prendre. Et il a dit, mais comment est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, ok, si vous voulez maintenant changer les choses, voilà, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et on l'a porté. Et puis, c'est nous qui avons fait sa renommée au sein du RPT. Mais il est arrivé un moment, dans l'affaire de Agboibo, j'ai dit, monsieur le ministre, si vous faites enfermer Maître Agboibo, c'est comme le bâton qui doit tuer le serpent a tué le serpent. On n'aura plus besoin de vous. Ne faites pas ça. Parce qu'au sein de votre parti politique, là, il y a beaucoup qui n'apprécient pas ce fait-là. Quand le bâton va tuer le serpent, on va jeter le bâton. Parce qu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus de menace. Il ne m'a pas compris. On m'a traité de traître et tout. Moi, je suis parti en aventure. La suite était venue, c'est automatique. Mais combien de jeunes ont cette audace aujourd'hui de parler au président de parti politique? Il n'y en a pas. Je ne me vante pas, mais voilà les initiatives personnelles que moi je prenais. Voilà. Mais nos jeunes aujourd'hui ne pensent pas à ça. Ils n'ont même pas ce temps. Si vous voulez 1000 jeunes aujourd'hui, là-bas, tout de suite, et que vous avez un billet de 1000 francs pour chacun, ils vont venir. Mais juste après, ce pourquoi ils sont venus là-bas, ils ne vous diront pas. Donc moi je dis que c'est peut-être UNIR qui aujourd'hui est en train de bâtir la relève avec les jeunes parce qu'il leur fait confiance et tout. Si c'était avant, je ne pense pas que Mme Dogbe serait facilement Premier ministre au sein du parti au pouvoir. Mais comme ils sont en train de préparer la relève, c'est pourquoi aujourd'hui il faut ouverture. Prenez même le gouvernement togolais. Il y a des jeunes. Oui, évidemment. D'accord. Monsieur, disons quelques mots, parce que je l'avais réservé également. On le sait, à la question de la sécurité à Lomé, ça n'a aucun rapport avec notre sujet, mais avec le braquage qui a eu lieu au centre commercial la dernière fois, c'était en début de semaine, tout le monde a pris peur, Germain Sossou, parce que... et puis moi j'ai lu quelques journaux qui faisaient un petit parallèle avec l'opération qu'il y a eu le jeudi dernier au niveau de le quartier administratif où on s'est préparé, on a préparé nos militaires à riposter à une attaque terroriste. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même registre, mais j'ai lu dans le titre d'un journal qui demandait « Et si Décon avait été une attaque terroriste ?» Quelle aurait été la réponse? Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sécuritairement un peu vulnérable? Voilà. Donc, merci. Vous savez, cette question-là est tellement importante, en ce sens que les enjeux, c'est pour cela que quand on discutait tout à l'heure de Bouklan, nous disions que les choses ont évolué. Vous savez, aujourd'hui, les États de la sous-région sont confrontés à beaucoup plus d'insécurité. Donc, l'insécurité est en train de se généraliser. Quand je le dis, les autorités, elles savent ça, elles savent ça. Vous savez, il y a l'insécurité que tout le monde voit. Quand on tire, on dit on a fait braquage, on a volé, on a tué, tout ça là. Mais il y a aussi une autre forme d'insécurité qui court. Je l'ai toujours dit, même sur les médias, j'ai dit, même dans les écoles, vous allez dans les écoles aujourd'hui,
quand nous avons eu la chance d'aller à l'école, il y a des pratiques qui ne se font, mais qui se font aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai jamais vu ce qu'on appelle la drogue. Mais j'ai étudié ça à l'école. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit que dans des écoles, comme le grand lycée de Tokoin, c'est des marchés de drogue. Vous voyez, comme le grand lycée de Tokoin, des jeunes puissent, les CG, les jeunes introduisent ce produit-là, ils vendent sous plusieurs à d'autres personnes. Hein? Et donc, vous avez des jeunes qui se constituent en groupe. Quand vous allez parfois au grand lycée de Tokoin les vendredis soirs, vous allez être étonné. Vendredi soir, je vous avais allé, si vous allez voir. Vous allez voir des groupes constitués qui viennent de partout avec des machettes dans les choses. Qu'on a tapé ça, petit soeur, bien sûr, c'est ce groupe-là qui protège tel nombre d'élèves. Autant de choses. Ce sont autant de choses. Alors, et dans les quartiers aussi, les nuits, vous voyez des jeunes qui se constituent. Ils viennent d'un peu partout. Ils font des raquettages, des petits vols, tout ça là. Et du coup, il n'y a plus de sécurité partout. Vous voyez, non? Donc, la question de l'insécurité devra être même primée. Ce n'est pas parce que là-bas, il y a un putsch au Burkina et qu'il y a le djihadisme à ciel ouvert qu'ils font ça de la priorité. Nous-mêmes, ici même, cette question doit être... Et voilà, comme vous avez constaté la dernière fois, il y a eu donc une sorte de braquage au niveau des deux camps. On parle de braquage manqué, mais il y a eu 2 morts quand même. Ben voilà. Donc, vous voyez, c'est autant de choses. Donc, à partir de cet instant-là, la question se pose. La question fondamentale, c'est que comment la ville de Lomé, je commence par la capitale elle-même, devra être sécurisée. Cette question doit être clairement débattue. Elle doit être même prioritaire de l'action gouvernementale avec ce que nous sommes en train de voir. Et surtout à l'approche des périodes de fin d'année, vous vous souvenez, il y a de cela 2 ou 3 ans, un braquage à l'aéroport avec disparition de 2 milliards de francs, je crois. Après, ça fait plus de 5 ans quand même. 5 ans, voilà. Après, jusqu'à présent, enfin, moi je ne sais pas si après on a attrapé les responsables, mais il y avait une enquête qui était ouverte, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de chute. Après ça, il y a eu d'autres braquages. Tout récemment, on a volé que ce soit 10 millions, 20 millions à Sivito, des trucs comme ça, à Lomé. Des motos, c'est vrai que de temps en temps, on montre certains braqueurs, voleurs de motos, tout ça. Des fois, on agresse les gens, mais il n'y a jamais de... C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont qui pour échapper à la vigilance de la sécurité, qui est aussi félicitée un peu partout et qui est la nôtre au Togo. Donc la question reste posée. On est vulnérable sur ce point. Parce qu'on sait que le ministre de la Sécurité, le général Damham Yak, il fait un travail très remarquable. Mais à chaque fois, le sujet revient quand il y a un événement de ce genre. Vous avez même appris la mort de cet ancien syndicaliste-là, le professeur, qui a été tué par des braqueurs il y a quelques jours. La peur revient. Vous savez, dans tout pays, il y a des petits couacs dans le dispositif sécuritaire mis en place. Je crois qu'au Togo, nous avons la chance d'avoir un meilleur flic que... je veux parler du ministre Yark, qui ne cesse de mettre des initiatives, de prendre des initiatives sécuritaires qui met en marche. Mais parfois aussi, il faut dire que les gens arrivent à trouver des failles dans ce dispositif-là. Moi, je pense plutôt qu'on doit sérieusement surveiller dans les banques. Parce que, vous savez, comment les gens arrivent à savoir que celui-ci est venu faire une opération de tel montant et son signalement, en quoi il est, pour que des gens armés viennent peut-être le braquer en cours de chemin. Il faut se poser beaucoup de questions dessus. Normalement, tout acte bancaire est protégé par le secret bancaire. S'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas des appels qui sont émis depuis la banque, est-ce que quelqu'un peut venir alors braquer? Même la fois dernière, je crois que le ministre a demandé à ce que si les gens veulent faire des opérations d'un certain montant, qu'ils demandent l'escorte. Demandent l'escorte. Maintenant, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que qui sont ceux-là qui vont vous escorter à la maison? Or, tout le monde sait aujourd'hui que si vous êtes entouré de flics et vous êtes rentré à la maison, ceux qui savent que en cas d'opération bancaire d'un montant élevé, on peut avoir l'escorte pour l'amener à la maison. Ça voudrait dire que c'est déjà une publicité pour alerter. Ils savent qu'il y a de l'argent qui est arrivé. Donc, tout compte fait, moi je peux dire qu'il vaut mieux qu'on sécurise d'abord dans les banques. Ceux qui travaillent dans les banques, il faudrait qu'on les conscientise et qu'on mette peut-être des garde-fous de sorte que
ils ne soient pas ceux qui informent, alors c'est hors la loi. C'est aussi ça la réalité. La fois dernière, vous allez constater qu'il y a aussi les agents de force de l'ordre qui ont été touchés par les balles là. D'autres sont dans des situations peut-être critiques. On ne peut que souhaiter. Oui, mais en même temps, la question se pose. On est en plein quartier commerçant. On a des agents qui sont là. Pourquoi on n'a pas riposté? Bon, moi, je pose les questions comme un novice. Hein. Pourquoi on n'a pas riposté? Pourquoi il n'y a pas eu de... Non, mais on ne comprend pas aussi. Oui, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit les gens arrivent à trouver des failles. Et puis, sûrement qu'ils sont informés. Si les gens savent que, voilà, ici, si je veux faire telle opération, peut-être avec les fusils, je n'aurai pas la chance, ils peuvent trouver où il faut attendre. Parce qu'on ne peut pas aussi, je ne crois pas que la police et la gendarmerie disposent d'éléments suffisants. On ne peut pas mettre sur chaque mètre carré. Voilà, on ne peut pas les mettre sur chaque mètre carré. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut partir à la source. Où j'ai pris l'argent? Qui peut informer peut-être les hors-la-loi pour venir me faire de braquage? Il faudrait qu'on arrive à mettre peut-être un peu d'ordre. En même temps, il y a aussi dans l'opinion une idée répandue, vous allez répondre à ça très rapidement, c'est que les policiers et les gendarmes qu'on a qui sont en faction, que leurs armes ne sont pas chargées et tout. Moi, j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai demandé un jour à un policier ou à un gendarme, je ne sais plus de que c'est ce qu'on dit. Il m'a montré, c'était chargé. Oui. Alors finalement, pourquoi ça ne riposte pas? Oui, ben, le ministre doit peut-être jeter pourquoi, quelles sont les conditions dans lesquelles les gens... Mais, il ne peut pas engager peut-être... Oui, mais je crois qu'ils ont des consignes clairement. Hein. Vous savez, les militaires, ils doivent avoir des consignes. Quand les policiers ont, il y a une hiérarchie, tout ça. Là. Mais je crois que dans le cas des braquages, si vous êtes à côté d'une banque et les gens, là-bas, vous devez réagir. Mais je crois qu'ils ont, quand ils sortent, ils ont des armes qui sont chargées et ça, on contrôle. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'elle commence par... Donc, je crois qu'on en a besoin. Parce que les supermarchés qui sont là où on vend tout ça, vous n'avez pas forcément des militaires à côté des supermarchés, tout ça. Ça peut faire objet d'attaques, tout ça, là, à tout moment. Vous savez, les voleurs, à tout moment. Donc, il faut réfléchir à la sécurité. Et quand vous allez au Burkina, par exemple, vous avez les agents de sécurité civile qui sont armés. Donc, peut-être c'est une hypothèse vers laquelle il faut... Ils n'ont pas l'ordre de tirer. Oui, je dois devoir rendre l'antenne. Merci, Kosiga Nkwete. Merci, Germain Sossou. Merci à tous et à samedi.